voilà toi aussi visionnaire, Néo. Et tu regardes le monde au-delà du temps. Alors pourquoi ne vois-je pas ce qui lui arrive? Parce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. Vous voulez dire que je devrais choisir entre la vie et la mort de Trinity? Non. Tu as déjà fait ce choix. Maintenant, il va falloir le comprendre. Et si on parlait d'astrologie et de spiritualité en toute sincérité? Et si l'évolution et la mutation ne venaient finalement que de l'intérieur? Let's Talk Astro, c'est le témoignage de ma transformation personnelle et spirituelle. Je suis Constance et je t'invite à évoluer avec moi sur ce podcast un dimanche sur deux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode toute seule, ça me fait trop bizarre derrière le micro, je vais pas vous mentir. Je sais plus comment ça fonctionne LTA toute seule. Je sais plus du tout, ça fait des semaines que j'ai pas enregistré, donc j'espère que je vais retrouver le pli facilement, on va dire. Alors, aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour un épisode, comme vous l'avez vu, sur un aspect en particulier, dans un thème astral. Donc voilà, je vous fais un petit peu de teasing. Mais évidemment, comme d'habitude, avant ça, je vous remercie pour votre commentaire, pour un commentaire laissé sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vais lire le commentaire laissé par Léa. Donc Léa qui me dit: bravo pour vos podcasts, chère Constance. Passionnée d'astrologie depuis toujours, je me régale d'écouter vos descriptions des maisons astrales. C'est clair, facile à comprendre et très juste. Ce sont des pistes à suivre pour les débutants comme pour les plus aguerris. Merci infiniment pour votre fraîcheur. Léa de la signature astrale. Eh ben, un grand merci à toi Léa pour ce très très beau commentaire qui me touche particulièrement parce que c'est toujours cool. Moi ça me fait vraiment toujours, ça m'émeut en fait d'être validée entre guillemets par les pros finalement, par les plus experts d'entre vous dans la sphère astro. Donc ça me touche particulièrement ce genre de message, hein. C'est vrai que c'est toujours c'est toujours très émouvant en fait, hein, tout simplement. Bon, je sais pas vous, bon là je vous raconte un peu ma vie avant de passer à l'épisode du jour, mais je ne sais pas vous, moi en ce moment, c'est pas le fun. C'est pas le fun, je dis ça en rigolant. Les transits en ce moment que les signes fixes, là on se prend un petit peu dans la tronche, c'est pas du fun, c'est pas du lol. Grosse période de remise en question pour moi en ce moment. Je vous dis, je suis toujours assez... pas forcément vulnérable, enfin même si ça m'est déjà arrivé sur le podcast de l'être, mais toujours assez transparente là-dessus avec vous. Je vous dis quand ça va pas ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là en ce moment les signes fixes, en l'occurrence, voilà, on se prend quand même le carré d'Uranus, l'opposition de Saturne, etc. si je dis pas de bêtises. Et moi je le ressens à 100%. Hein. Donc c'est beaucoup de remise en question, etc. Et d'autant plus que pour le coup, moi je suis en plein dans mon année de profection 12. Donc c'est beaucoup voilà, de remise en question encore une fois, gros temps d'arrêt, de pause, etc. pour mieux repartir après. Mais c'est vrai que cette année des 23 ans, elle est jamais forcément évidente. Si jamais vous savez pas ce que c'est les années de profection, j'en ai fait un post sur Instagram. Donc voilà, peut-être que j'en ferai un épisode un jour, on verra. Mais c'est vrai que ça me touche particulièrement le genre de commentaires que j'ai lu par exemple juste avant, ou quand vraiment on me rassure sur mes connaissances ou des choses comme ça. Parce que déjà, comme je l'ai dit, voilà, j'ai une grosse période de remise en question en ce moment. Mais typiquement, je sais que je suis pas du tout la meilleure astrologue. Bah, de toute façon, je suis pas astrologue, vous le savez, mais je suis pas du tout la meilleure en astrologie, ça c'est évident. Ça c'est vraiment évident. Et j'ai une grosse question, on va dire, une grosse remise en question liée à la légitimité. Voilà, donc comme quoi, ça m'arrive aussi. Même si voilà, j'ai beau faire des podcasts sur justement la légitimité, machin tout, ça vraiment, ça touche tout le monde, hein. Donc voilà, là c'est vraiment le petit partage, on va dire, je sais pas si je vais le laisser au montage d'ailleurs, mais je pense que justement, c'est aussi important, je trouve, de mettre en avant ce type de moment parce que c'est aussi important et ça fait partie du jeu. Tout simplement. Donc c'est comme ça, et puis ça arrive à tout le monde, et puis c'est ok, et puis ça n'empêche pas d'avancer, au contraire. Parce que, voilà, comme je disais, même si je suis pas forcément la meilleure en astrologie du game, au moins je pense que j'ai le mérite d'être vulnérable
Et en plus de ça, d'être vulnérable publiquement. Alors même si c'est pas YouTube, hein, même si je suis pas devant sur une scène de 20 000 personnes, vous êtes quand même des milliers à m'écouter à chaque épisode, donc c'est pas rien. Donc je sais, je sais que vous êtes quand même beaucoup à m'écouter parler de mes failles, des choses comme ça, parce que par exemple faire des horoscopes, c'est facile. Je pourrais me contenter de ne faire que du théorique. Mais voilà, je prends aussi le risque moi et en plus vous le savez, hein, je suis Lion, ascendant Lion, Lune en Capricorne, donc la vulnérabilité exposée comme ça, pour moi c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Et alors je sais pas pourquoi je vous en parle de ça, mais je pense que c'est aussi important, comme je l'ai dit. Ça fait 6 minutes que je parle et j'ai toujours pas parlé de l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un aspect, d'un aspect particulier dans le thème astral, dans le composite, et également on va dire aussi dans la synastrie, c'est les dialogues entre Neptune et Vénus. Parce que vous le savez, les aspects entre planètes, c'est des dialogues finalement. Donc on va parler justement de ce qui se passe quand Neptune et Vénus discutent, mais surtout discutent sous un aspect de tension. Ce que ça peut provoquer. Donc je vous partage en partie mon expérience dans cet épisode. Voilà, comme je l'ai dit, LTA c'est pas que de la théorie de bouquin, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit dans un livre ou sur un blog, etc. Parce que ça tout le monde peut le faire. Non, là je vous partage vraiment mon expérience, du coup vous l'aurez compris en tant que native de cet aspect-là. Donc je vous montre voilà comment ça fait mal, ce genre d'aspect, et comment personnellement je me suis cassé les dents dans ma vie. En l'occurrence, je pense que vous vous êtes douté qu'on allait parler un petit peu de relations amoureuses aujourd'hui. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, bon, je sais que vous le faites rarement, mais j'ai jamais eu trop ce genre de remarques, on va dire, ou de commentaires, sauf si je vous pose la question directement. Mais voilà, je précise, ne me demandez pas de faire un épisode sur tel ou tel placement, par contre, parce que je veux vraiment vous proposer des études de cas de la vraie vie, et comment moi j'ai expérimenté ces placements-là, pour éviter à tout prix d'avoir un contenu impersonnel, finalement, même si c'est bien plus confortable, encore une fois je le redis. Je pense que si vous écoutez LTA, c'est parce que peut-être que vous aimez bien que je raconte ma vie, ou j'en sais rien, peut-être que vous vous ressentez dans certaines de mes expériences. Donc je vais continuer dans ce schéma-là, dans cette démarche-là, de vulnérabilité, de sincérité, etc. Et donc forcément ça passe par le prisme de mon expérience. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de commencer l'épisode ? Alors voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Neptune. Donc forcément qui dit Neptune, si vous avez un petit peu quelques notions d'astrologie, qui dit Neptune dit forcément attention, trigger warning, aujourd'hui on va parler de drogue et d'addiction. Donc voilà, je crois que c'était ce que j'avais à vous dire au niveau des trigger warnings. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, je tiens quand même à vous dire attention, on va parler d'addiction, de choses comme ça, donc faites attention à vous. Eh bien, je crois que c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu définir ensemble de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de tout ce qui est carré, opposition, conjonction de Vénus et Neptune au natal. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Ça va vraiment être une peinture assez large de ces aspects-là. Je sais pas si ça se dit une peinture large, bref. Mais en tout cas, on va parler des aspects de tension un petit peu entre Vénus et Neptune au natal. Encore une fois, je suis native d'un aspect de tension entre Vénus et Neptune. Et après moultes expériences, vraiment, après plusieurs expériences de cassage de dents un petit peu sur ce placement, je trouvais ça cool de vous en parler. Donc voilà, surtout qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de recul sur ce placement-là, parce que parler d'un placement quand on est en train de le vivre, on peut avoir un petit peu de mal à justement comprendre un petit peu les enjeux de ce placement-là, mais là pour le coup j'ai un petit peu plus de recul, on va dire, donc ça pourra peut-être être plus intéressant pour vous. On va également parler aujourd'hui des aspects de tension, et particulièrement du carré, parce que pour le coup je l'ai vécu, du carré de Vénus et Neptune dans un composite d'une relation. Alors attention, quand je dis qu'on va parler du carré, on va pas parler de tout ce qui peut potentiellement se passer avec un aspect de tension de Vénus et Neptune dans un composite. Je vous donne juste, on va dire,
j'allais dire des anecdotes, des cas pratiques, on va dire, enfin des situations potentielles que ce genre d'aspect peut entraîner. Et si effectivement vous avez soit l'aspect au natal dans votre thème astral, soit que vous avez vécu l'aspect de tension dans un composite, entre parenthèses une synastrie, bon ça j'en parlerai après, mais surtout dans un composite, je pense qu'il y a plusieurs de ces situations que je vais justement vous exposer aujourd'hui qui vont vous parler. Ah oui, et je vous préviens d'avance, je pense que vous l'avez un petit peu lu entre les lignes, ça va pas être très fun aujourd'hui, ok ? Bref, donc juste avant ça, si jamais vous savez pas ce que c'est un composite ou une synastrie, j'en ai parlé avec Shana et Astrobistro, hein, si vous savez pas du tout ce que c'est. Est-ce que je vous fais un rappel ? Bon, je vais vous faire un rappel au moins sur le composite. Un composite, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous prenez votre thème et le thème de quelqu'un d'autre, que vous faites thème A plus thème B, et ça vous donne un thème C. En fait, c'est la moyenne. C'est un calcul, hein, vous faites ça sur AstroThème par exemple. Donc voilà, un composite, en fait, c'est une moyenne de deux thèmes astro, tout simplement. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait ? On va dire, de quoi ça nous parle dans les faits ? Eh bien, en fait, le composite, c'est le thème astral de la relation. Tout simplement. Donc, personnellement, si je dois étudier, on va dire, une relation et que je veux vraiment avoir les thèmes majeurs de cette relation, les obstacles, etc., je vais plutôt regarder le composite. Alors, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la synastrie, est-ce que ça rentre en ligne de compte pour cet épisode ? Par observation, ce que je vais vous dire aujourd'hui pour le composite peut également être valable dans le cadre d'une synastrie, dans une potentielle moindre mesure quand même, on va dire, mais si jamais ça vous parle, bon, vous regarderez. Mais là, je parle vraiment de ce que moi j'ai vécu au niveau du composite, et en général, le composite ment rarement. Autant la synastrie, alors la synastrie ne ment pas non plus, hein, mais la synastrie, ce sera peut-être plus compliqué de l'étudier et de comprendre vraiment la dynamique, on va dire, d'une relation. Alors que le composite, je trouve, est quand même relativement plus simple peut-être à étudier, au sens où ce qui est écrit dans le composite, en général, il y a très peu de chances que vous ne le viviez pas dans la relation, justement. Je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, le composite, c'est vraiment le résumé de la relation, en gros. Donc, et vraiment l'essence, en fait, même surtout, d'une relation. Donc voilà. En général, en fait, les gros thèmes d'une relation et les obstacles, on les voit vraiment comme le nez au milieu de la figure dans le composite. On va les voir dans le composite, et les solutions aux problèmes, un petit peu comment on réagit l'un par rapport à l'autre, les réactions individuelles qu'on peut avoir, ça va plutôt être dans la synastrie qu'on va le voir. Voilà, je sais pas si j'étais très claire, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux, hein, tout simplement. Alors pourquoi effectivement on va voir plutôt les solutions peut-être aux problèmes dans la synastrie, tout simplement parce que autant dans le composite on n'a pas forcément la notion d'individualité, autant dans la synastrie, on aura vraiment beaucoup plus cette notion d'individualité et savoir comment l'autre réagit par rapport à comment la personne A réagit par rapport à la personne B. Donc du coup forcément aujourd'hui on parle des relations amoureuses, mais peut-être que vous le savez, on peut également utiliser le composite, cette technique de calcul, autant dans un cadre amoureux, dans une relation amoureuse, mais également dans une relation amicale ou familiale, par exemple, ou même entre des collègues, enfin peu importe. Avec le composite, on voit vraiment quelle est l'essence d'une relation. Tout simplement. Voilà. Alors, encore une fois, on part pas de rien avec cet épisode, enfin moi je ne pars pas de rien encore une fois. On va faire un petit état des lieux par rapport à ce que moi j'ai expérimenté. Voilà, quel est mon état des lieux par rapport à ce placement-là. Je vous dis ça parce que vraiment, cet aspect entre Vénus et Neptune, je l'ai un peu vécu de plein fouet et plusieurs fois. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, n'hésitons pas à souffrir ensemble, main dans la main. Voilà, on est ensemble. Si vous aussi vous avez ce placement dans votre thème astral ou dans un composite que vous avez déjà vécu avec une personne. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai un aspect de tension, donc Vénus-Neptune, j'ai l'opposition dans mon thème, tout simplement, et en plus, dans l'axe 6-12. Donc ça c'est dit, je vous mets vraiment mon thème astral à chaque fois sous les yeux, donc voilà. Mais j'ai aussi vécu le carré en composite dans 2 de mes relations, et
en particulier les 2 relations les plus difficiles de ma vie. Voilà, ça c'était pour l'ambiance, on part bien. C'était 2 relations assez difficiles qui, au mieux, au final, m'ont laissé dans un espèce de flou artistique, comme ça. Donc ça c'était vraiment au mieux. Mais dans tous les cas, ça a été, je pense, les 2 relations les plus difficiles de ma vie. Déjà, Neptune, pour ceux qui ne savent pas, Neptune c'est qui, c'est quoi? Neptune, c'est pas ma planète préférée. Neptune, c'est pas ma planète préférée. Vous savez peut-être que ma planète préférée c'est Saturne, mais Neptune, pour moi, c'est vraiment le vrai méchant des planètes. C'est vraiment le petit con c'est vraiment le petit con des planètes pour moi. Vraiment, je n'aime pas trop Neptune. Bon, attention, je sais qu'il a beaucoup de belles choses aussi à nous enseigner, c'est pas le souci, mais il faut qu'on se mette d'accord pour dire que Neptune, c'est vraiment le vrai méchant des planètes. Parce que y a pas pire, je trouve. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est vraiment Neptune pour moi, le méchant du film, qui nous murmure comme ça des trucs à l'oreille, vous savez, qui murmure des trucs à l'oreille du prince ou du roi par exemple, et qui lui fait faire des choses peut-être sous le prisme un petit peu de l'illusion, ou des choses comme ça. Avec Neptune, vous le savez, on parle souvent de la notion de flou neptunien en astrologie, et effectivement tout ce que Neptune touche dans le thème astral, Neptune le floute. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois avoir abordé le sujet avec Maëva. Dans certains cas, justement en parlant de ce flou-là, de ce flou artistique, d'ailleurs l'expression flou artistique c'est vraiment 100% neptunien, dans certains cas, Neptune ira même jusqu'à provoquer des espèces d'amnésie, hein, comme ça, hein, va flouter peut-être même une période de notre vie plus ou moins longue. Donc voilà, tout ça pour dire que Neptune c'est vraiment la planète qui va venir flouter, qui va venir embuer, je sais pas trop si ça se dit, mais qui va vraiment nous laisser dans un vrai brouillard parfois, dans certaines situations. Donc voilà, Neptune c'est vraiment pour moi pas forcément le méchant, parce que Neptune n'est pas par définition méchante, hein, bien sûr, mais l'effet de Neptune, c'est de nous souffler des trucs à l'oreille, de flouter notre vision, on va dire. Et bien souvent Neptune se fait passer aussi pour notre intuition. Parce que oui, Neptune est très connecté à la spiritualité, à tout ça. Alors oui, Neptune c'est la planète de la spiritualité, etc., c'est vrai. Mais dans les 3/4 du temps, pour tout le monde, j'ai envie de dire, Neptune c'est pas que ça, c'est même rarement ça, j'ai envie de dire, il faut vraiment arriver à un vrai stade d'éveil pour accéder à ce stade neptunien. Mais on a tous vécu, par contre, les mauvais côtés de Neptune. Voilà, Neptune c'est vraiment la planète qui peut aussi se faire passer pour notre intuition, qui nous fait croire que qu'être ailleurs, c'est toujours mieux que d'être sur Terre. Peu importe où on est, c'est toujours mieux que d'être ancré sur Terre, dans le matériel, dans le palpable, dans le concret, etc. Si je devais un petit peu me représenter Neptune comme ça, le côté un petit peu maléfique de Neptune, pour moi ça me fait vraiment penser, alors je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais ça me fait vraiment penser, vous savez, à Jafar ou à Peter, donc Jafar dans Aladdin, ou Peter Baelish dans Game of Thrones. Vous savez, vraiment ce conseiller qui va nous souffler des trucs à l'oreille, mais qui sont pas forcément positives ou spirituelles ou éveillées, au contraire. Alors Neptune n'a par définition aucun intérêt dans notre thème astral, il n'y a pas cette notion-là, mais c'est vraiment ce truc de comme ça, vous voyez, c'est très subtil, c'est très... On porte un masque avec Neptune, hein, faut aussi le comprendre ça. Donc forcément, les conseillers qui sont pas forcément éthiques, qui sont pas forcément bienveillants, etc., et qui vont porter un masque pour nous souffler des choses à l'oreille, moi je trouve que c'est très neptunien. Alors il y a aussi tout le côté peut-être plus plutonien, etc., mercurien même, mais le côté murmure à l'oreille, ça pour moi c'est vraiment Neptune. C'est aussi, vous savez, la fumée noire de Jane dans Twilight. Vraiment, j'ai des références au top. Et ça me fait aussi penser au pouvoir d'illusion de Zafrina, également dans Twilight. Voilà, donc elle a un pouvoir justement d'illusion, de pouvoir vous faire changer de décor comme ça, limite en claquant des doigts sans rien faire. Donc la fumée noire de Jane qui va vous paralyser, vous savez, dans Twilight. Neptune est
insaisissable, j'ai envie de dire. Donc là, on le retrouve. Et le pouvoir d'illusion de Zafrina, encore une fois, on le retrouve avec cette histoire d'illusion, hein, forcément, de flou, on est tout sauf sur Terre. Et on est surtout tout sauf face à la réalité avec Neptune. Alors ça fait déjà plus de 20 minutes que j'enregistre et je n'ai toujours pas parlé des interprétations, on va y arriver tout de suite du coup. Alors, si vous avez déjà vécu un aspect de tension avec, enfin du coup entre Neptune ou Vénus, bon Vénus je vous fais pas le topo, je pense que vous comprenez de qui il s'agit en astrologie, planète des relations, etc. Bref. Donc voilà, je vais vous donner quelques interprétations possibles. Si vous avez du coup l'aspect de tension au natal dans votre thème astral ou bien dans une relation, dans un composite. Encore une fois, je vous donne des interprétations, mais comme d'hab, vous paniquez pas, vous êtes responsable de vos connaissances et vous savez très bien ce que je vais vous dire. Évidemment, vous n'allez pas forcément vivre toute la liste que je vais vous donner aujourd'hui. Et évidemment, la liste que je vous donne est non exhaustive, hein. C'est vraiment ma propre expérience. Donc bien évidemment, si vous avez d'autres idées ou que vous l'avez vécu autrement cet aspect, c'est tout aussi valable, hein, bien sûr. Là je vous donne juste, il y a 7 points, je crois, 8 points d'interprétation possible. Alors, si vous avez Neptune ou Vénus dans le thème astral, au natal, je pense que pour moi, c'est vraiment l'aspect qui a le plus de chances de tomber dans toutes les illusions et les fausses promesses New Age. Déjà, rien qu'en fait, vous savez, tout ce qui est le fantasme des âmes sœurs, des flammes jumelles, tout ça, pour moi déjà rien que ça, rien que cette théorie-là, elle est très Vénus-Neptune. Il y a vraiment, déjà rien que l'idée de fantasme, hein, c'est Neptune-Vénus, d'ailleurs. C'est vrai que les gens qui ont au natal, par exemple, un aspect entre autres, hein, c'est pas le seul, mais les gens qui ont, par exemple, un aspect entre Vénus et Neptune, même si c'est un aspect positif, il y a cette idée d'incarner un espèce d'idéal féminin. Je crois que j'en avais parlé, il me semble, dans un épisode sur les maisons, mais alors lequel, je sais plus. Mais les personnes qui ont effectivement un aspect Vénus-Neptune peuvent incarner justement cette espèce d'idéal féminin. Enfin, en tout cas, voilà, vous savez que Vénus, c'est l'incarnation de l'énergie féminine. Et donc, avoir ça en soi, c'est aussi insuffler, on va dire, et représenter potentiellement ce fantasme d'idéal féminin. Donc, Vénus-Neptune, effectivement, les gens qui ont cet aspect de tension peut-être dans leur thème astral, peut-être même justement les aspects positifs, hein, d'ailleurs, eh bien peut-être qu'on aura tendance à tomber plus que nécessaire, j'allais dire, plus que de raison, dans tout ce qui est fausses promesses, illusions, du New Age, tout simplement. On est en plein dedans actuellement. On est vraiment en train de vivre... on est, je trouve, à une époque qui est très neptunienne. Je sais plus du tout depuis quand et jusqu'à quand Neptune est en Poisson, mais on est, je trouve, oui, dans un monde... bon là, c'est vraiment théorique, hein, ce que je vous raconte. Hein, c'est vraiment... je vous raconte... je vous fais une petite partie philosophique entre parenthèses. Mais on est vraiment dans à une époque très neptunienne pour tout le positif et le négatif. Oui, on s'éveille collectivement, spirituellement, mais Neptune, encore une fois, c'est aussi les illusions. C'est aussi les fausses promesses. C'est aussi, forcément, les déceptions. Donc, Saturne est, je trouve, dans ce cas précis, en fait, en général, hein, quand on parle de Neptune, le remède au problème neptunien, c'est Saturne, pour moi. C'est vraiment rester ancré sur Terre, même si c'est pas très fun. Saturne va nous permettre justement de revenir à la réalité et de revenir sur Terre, hein, tout simplement, même si c'est pas très fun. Donc avec effectivement un aspect de tension entre Neptune et Vénus, dans notre thème astral, on pourra avoir tendance à rester confortablement assis dans des idées d'illusion, dans notre imaginaire, dans nos rêves, finalement, encore une fois, dans nos fantasmes. Et justement, on pourra peut-être même avoir du mal à exprimer nos sentiments. Parce que l'idée du potentiel, l'idée du fantasme qu'on se fait de cette personne ou de la relation est beaucoup plus confortable que la réalité.
C'est-à-dire qu'on aura peut-être du mal à s'exprimer sur nos sentiments, à dire à quelqu'un qu'on est amoureux de lui ou j'en sais rien, ou qu'on a un crush, parce on se dira, j'ai peur d'être déçu, et c'est plus confortable de me faire un fantasme sur cette relation. Voilà, je pense que j'ai peut-être déjà exposé les 3/4 des gens qui ont l'aspect au natal. Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Oui. Oui, personnellement. Voilà, je me suis déjà réfugiée, on va dire, dans ce monde d'illusions d'une potentielle relation. Ça, c'était au collège, hein, donc ça va, il y avait... j'étais jeune, on va dire, puis surtout que j'étais passé ce stade, mais je me suis déjà dit ça, personnellement. J'étais beaucoup plus confortablement assise dans mon fantasme d'une relation, plutôt que de dire à la personne franchement et directement « tu me plais ». Voilà, tout simplement. C'est un peu triste, mais c'est une caractéristique, on va dire, d'une Vénus neptunienne. Voilà. Ah oui, tiens, je viens de penser à un truc. Là, évidemment, comme je l'ai dit, je fais un gros mix, on va dire, entre composite, thème astral, synastrie, etc. Donc, commencez pas à me dire, oui, c'est pas du tout la même chose dans un composite que dans un thème astral que dans une synastrie. Je le sais que c'est pas la même chose et qu'on va pas lire l'aspect de la même manière. Mais bon, est-ce que c'est pas logique justement de vivre des relations dans un composite qui a un aspect Vénus-Neptune quand on l'a soi-même dans le natal? Bon, je vous pose la question, et donc forcément, il y aura des thèmes qu'on va un peu retrouver dans les deux. Bref, je referme la parenthèse et on continue. Deuxième point, et là, en l'occurrence, ce que je vais dire, c'est surtout le composite. Le deuxième point, c'est un espèce de syndrome de l'infirmière. Alors ça, ce sera plus au natal, mais la dynamique d'une relation de sauveur-sauvé, c'est plus le composite. C'est-à-dire qu'au natal, si par exemple on a un aspect, encore une fois un aspect positif, hein, un aspect entre Neptune et Vénus, on aura peut-être ce besoin de... Voilà, ce syndrome de l'infirmière, d'avoir besoin de prendre soin des autres, quitte à tomber dans la dépendance, hein, dans la dépendance émotionnelle, affective, etc. Peut-être qu'on sera, on ira facilement vers des relations où on a besoin que l'autre ait besoin de nous. On sera peut-être même addict, entre gros guillemets, aux besoins de l'autre, à la dépendance de l'autre. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment ce truc de ouais, j'ai besoin qu'on ait besoin de moi. Il y a un truc comme ça avec cet aspect, je pense qu'il y a d'autres configurations astrales qui peuvent également parler de ça, mais cette notion de guérir l'autre, d'avoir besoin de guérir l'autre, même si l'autre nous a rien demandé, hein. Mais c'est-à-dire que c'est un placement qui est tellement qui est tellement fertile dans un sens, c'est pas fertile, mais c'est vraiment un placement de style un peu amour inconditionnel, comme ça on a envie de sauver tout et tout le monde, même la petite mouche là qui vient de s'écraser contre la fenêtre, on pleure parce qu'on la voit en train de mourir, quoi. Mais il y a comme ça un truc très Blanche-Neige, très très j'ai envie de sauver tout et tout le monde, avec ce genre d'aspect au natal, Vénus-Neptune, et donc forcément ça nous pousse dans des relations, enfin on se pousse nous-mêmes hein, dans des relations de sauveur-sauvé. Et en général, on va peut-être même avoir le rôle du sauveur, ou en tout cas on va peut-être se sentir plus à l'aise dans ce genre de position-là qu'être sauvé. J'ai jamais vécu, je crois, la dynamique d'être sauvé dans une relation. Par contre, la dynamique du sauveur, en général, on est beaucoup plus à l'aise, je trouve, dans cette posture-là, parce qu'on va avoir, comme je l'ai dit, besoin que l'autre ait besoin de nous. Il y a un truc comme ça. Alors des fois c'est positif, des fois c'est négatif. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus, mais le truc, bon, pour d'autres raisons que je vais citer après, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas forcément positif, hein, surtout pour nous. Donc voilà, tendance à tomber dans des relations un petit peu de sauveur-sauvé, où l'autre, pour X ou Y raison, on va avoir besoin de nourrir l'autre, en fait, d'être un espèce de bateau au milieu de l'océan, un petit peu une sirène comme ça, ou je sais pas quoi, enfin bon bref,
où on va peut-être se diriger vers des personnes qui ont des problèmes, encore une fois, je sais pas trop ce que ça peut être, mais voilà, besoin de nourrir l'autre, de sauver l'autre, etc. Et donc, effectivement, si on a un aspect de tension entre Neptune et Vénus dans un composite, ça pourrait effectivement nous parler de ce genre de dynamique. Pas que, bien sûr, mais ça peut. Alors, les points que je vous donne sont un petit peu mélangés, mais bon, dans tous les cas, je pense qu'ils sont tous un petit peu corrélés dans un sens. Je me suis déjà posé la question, alors Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé. Et d'ailleurs, ça ne m'est pas arrivé parce que dans mon thème astral, j'ai un Saturne assez fort, qui je pense m'a sauvé plus d'une fois. Et pareil pour le soleil, j'ai un soleil assez fort, et qui également, je pense, m'a sauvé de l'exemple que je vais vous donner juste après. Au natal, je me suis déjà posé la question, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est vraiment hypothétique. Mais je me demande si avec ce genre de relation, quand on l'a au natal, on ne va pas tomber dans des relations qui nous entraînent vers les addictions ou la dépendance pour plaire, justement. Donc les addictions, c'est Neptune, et la notion de vouloir plaire, donc c'est Vénus, voilà. Bah d'ailleurs, peut-être que plaire est une addiction. Peut-être qu'on veut plaire, encore une fois, à tout le monde, et que ça, c'est une addiction peut-être à soigner. Encore une fois, c'est pas le seul, je pense, c'est pas le seul aspect qui pourrait parler de ça, mais je me demande du coup si en vous en parlant, ça ne peut pas se manifester comme ça aussi, cet aspect. Bref, en tout cas, voilà, avec ce genre d'aspect négatif, ou d'aspect tout court, dans le natal, à mon avis, il y en a certains qui ont dû tomber dans des addictions justement pour plaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Là j'ai plus besoin de faire de trigger warning, je vous ai prévenu au début. Typiquement peut-être, je sais pas, votre crush, il fume, peu importe quoi, et il va vous tendre peut-être un joint, j'en sais rien, ou une cigarette, et justement pour lui plaire, vous allez accepter. Il y a peut-être un truc comme ça, que vous avez peut-être vécu, ou peut-être même dans vos... Enfin, encore une fois, les seules relations où moi on m'a justement incité, dans un sens, à consommer des produits illicites, j'ai que 2 personnes en tête, et c'était les 2 personnes avec qui j'ai un carré Vénus-Neptune. Avec qui, alors pour l'un, je suis sortie, et l'autre, j'aurais pu. Mais voilà, il y a cette notion-là. Donc attention à ça. Donc bien sûr, encore une fois, là je vous donne que les côtés négatifs, mais si vous avez un aspect entre Neptune et Vénus et que vous vivez ça justement, que votre crush vous tend un produit que vous n'avez pas envie de consommer, justement cet aspect va vous apprendre à dire non. Cet aspect va être, on va dire, l'indication que vous pouvez faire face à ce genre de situation, et pour votre propre santé, bien sûr, et si vous n'avez pas envie, il sera question de dire non. Et que l'amour n'est pas associé au sacrifice. Ah, voilà, j'ai résumé tout l'aspect, tout le dialogue négatif entre Neptune et Vénus en une phrase. Alors, justement, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, voilà, je vous ai dit que c'était un petit peu mélangé, c'est pas grave. Ce genre d'aspect au natal, ou même en composite, je pense que c'est également possible... oui, c'est aussi possible, justement, j'en parlais juste avant avec la relation de sauveur-sauvé. Avec ce genre d'aspect, on peut tomber, voilà, comme je vous l'ai dit, dans des relations où l'autre a besoin de nous. Donc, encore une fois, pour peu importe ce que ça veut dire, mais peut-être qu'on va tomber dans des relations, qu'on va être attiré par des relations où l'autre a besoin de nous pour aller mieux, ou bien l'autre a besoin d'être guéri. Parce que, encore une fois, Vénus-Neptune, c'est du négatif, on en a parlé, mais c'est quand même un aspect, surtout si on a de la maison 12 dans le thème astral, ou des signes d'eau, surtout poissons, c'est quand même un aspect qui parle d'une belle... qui promet un beau potentiel de guérison, on va dire. Il y a quand même une notion de divin avec ce genre de... avec Neptune en général, donc on touche quand même à quelque chose d'assez pur. Vénus-Neptune, c'est quand même un aspect de pureté, enfin pas de pureté, attention, c'est pas au sens christique du terme, mais il y a quand même une volonté d'être aimé et d'aimer inconditionnellement. Mais avant ça, par contre, il faut vraiment travailler la notion de sacrifice. Donc voilà, là c'est vraiment, je vous fais une liste de tous ceux dans quoi on peut tomber potentiellement avant d'arriver à ce stade d'amour inconditionnel et à ce stade d'amour, encore une fois, pur entre guillemets, sans intérêt.
sans dangerosité, sans addiction, sans dépendance, etc. Donc voilà, tomber dans des relations où l'autre a besoin de nous, hein. Alors pour aller mieux, oui, dans un sens, ce serait logique, parce que quand on sort avec quelqu'un, en général, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre, j'imagine, doit être là, doit être présent pour le soutien moral, bien sûr. Par contre, attention, nous ne sommes pas des professionnels de santé. La guérison, c'est pas à nous de la fournir, on va dire. Être là pour quelqu'un qu'on aime quand ça ne va pas, c'est normal. Ça fait partie du soutien affectif, qui est, je pense, relativement sain, j'imagine. Maintenant, attention, ne prenons pas à la place d'un psychologue parce que ce n'est pas notre place. Et c'est ce dans quoi on pourrait tomber facilement avec, justement, ce genre d'aspect. Donc attention, s'il vous plaît, à la dépendance affective. Et là, je parle bien aux natifs de ce placement-là, au natal. J'ai un petit peu parlé, je crois, pas en profondeur encore, mais Neptune-Vénus, encore une fois, soit dans le natal, soit dans le composite, peut être révélateur d'une notion de sacrifice. Et forcément, ça va avec ce que je vous ai dit juste avant, hein. Avec Neptune-Vénus, on va être tellement dans le... en fait, Neptune, c'est aussi le sacrifice, hein, j'ai envie de dire, dans un sens, à proprement parler. Et donc Vénus, c'est le cadre, hein, donc dans les relations, c'est les gens qu'on aime, hein, dans tous les cas, Vénus, en général. En fait, ça rejoint ce que j'ai dit au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement soif de cet amour inconditionnel, spirituel, etc., qu'on va s'embourber, se convaincre soi-même que une relation random est spirituelle. Alors que c'est faux, hein. Enfin, ça peut être faux, ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Et du coup, le fait de chercher absolument à se convaincre qu'une relation est spirituelle, ou à penser que ça l'est, ou j'en sais rien, je peux vous assurer que ça va vous embourber émotionnellement. Vous allez vous sentir comme un espèce d'oiseau mazouté. Voilà. C'est vraiment un cercle vicieux, hein. La spiritualité peut vraiment être très vicieuse si on l'utilise, on va dire, à mauvais essor, ou si justement si c'est pas spirituel, hein. Il y a rien de plus vicieux, je trouve, que Neptune dans ses mauvais aspects, enfin dans ses mauvais tranchants, parce que Neptune peut vraiment nous faire voir des choses qu'on a envie de voir sans que ce soit la vérité. Et d'ailleurs, je me suis déjà demandé personnellement si les relations dont on se demandait être spirituelles, c'était justement les relations qui étaient le moins spirituelles. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, je vais vous réexpliquer quand même. Mais typiquement, si une relation spirituelle, si admettons en face de nous on a vraiment une âme sœur, on n'est pas censé se poser la question. On n'est pas censé avoir un doute là-dessus. C'est naturel, je pense. On se dit cette personne c'est forcément mon âme sœur, ou voilà, ça nous vient même pas à l'esprit, ça se trouve même, de se demander si cette personne est notre âme sœur, tellement c'est naturel. Et justement, je vous parlais des 2 relations là qui m'ont fait le plus de mal, etc. C'est aussi les 2 relations où je me suis le plus dit que c'était des âmes sœurs. Alors c'est peut-être le cas, hein, mais peut-être que c'est aussi des relations karmiques, si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être factuellement, vraiment, c'est peut-être potentiellement, on va dire, des âmes sœurs, hein, c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, purée, ça m'a embourbée dans des pensées qui m'ont tellement ralenti, où vraiment il y avait cette histoire de... Je me suis vraiment vue comme un oiseau mazouté, parce que je me suis embourbée moi-même dans mes croyances spirituelles par rapport à ces relations-là. Bref. Donc tout ça pour vous dire, pour revenir à la notion de sacrifice, ce n'est pas parce que l'autre va mal que vous devez forcément aller mal aussi. Ce n'est pas parce que l'autre va mal que vous devez porter le poids de son mal-être. Il y a des professionnels encore une fois sur ça. Je donne pas de détails sur certaines situations parce que comme ça parlera à ceux à qui ça parle, mais ne vous sacrifiez pas pour l'autre, s'il vous plaît. Si vous êtes natif de cet aspect Neptune-Vénus, et d'autant plus si c'est un aspect de tension, faites attention à vous. Protégez-vous avant de protéger l'autre, tout simplement. Et l'amour, ce n'est pas du sacrifice. Ça ne doit pas l'être, en tout cas. Quitte à rester célibataire pendant un moment, hein. Attention, ne soyez pas dépendant à l'amour, ou aux relations, parce que c'est aussi ça.
En fait, vous le savez maintenant, Neptune c'est les illusions, les dépendances, etc. Vénus c'est les relations amoureuses ou les relations générales. Enfin, surtout les relations amoureuses quand même. Donc, attention à ne pas être dépendant justement des relations et de l'amour en général. Alors là, j'ai toujours... jusque-là, en tout cas, j'ai parlé que des relations dans lesquelles on était victime, on va dire. Dans lesquelles on pouvait être dans un statut pas très facile. Mais attention, on peut nous-mêmes être toxiques, et ça c'est tout le monde hein, d'ailleurs. On peut soi-même être toxique en ayant cet aspect au natal, où la relation peut être toxique si on l'a en composite, parce que ça peut aussi nous arriver, nous, même sans faire exprès ou sans que ce soit conscient, mais ça peut aussi être conscient parfois, on peut, nous-mêmes, en tant que natifs de cet aspect, Neptune-Vénus, faire miroiter des choses à notre partenaire. Porter un masque. Lui faire croire qu'on est, qu'on est une figure idéale de l'amour, par exemple. Vouloir absolument peut-être être parfait. Peut-être un truc comme ça, avec ce genre d'aspect au natal, où on lui fait croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, hein, tout simplement, pour lui plaire, peut-être. Donc ça, c'est peut-être une dynamique toxique, enfin c'est même carrément une dynamique toxique, parce que du coup, forcément, si on se crée un masque vis-à-vis de l'autre pour lui plaire, il y a un moment où nous, on va mal le vivre. Bon là, je fais vraiment du dev perso. Je fais vraiment SOS Love, bienvenue sur la ligne de Constance de LTA. Bref, voilà, je donne vraiment, on va dire, mes expériences, encore une fois, mais voilà, on pourrait en fait vouloir tellement plaire à l'autre qu'on va porter un masque, et donc qu'on va, nous-mêmes s'illusionner sur qui on est en amour, et en plus, on va illusionner l'autre, dans un sens. On va lui faire miroiter ce qu'on n'est pas, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est pas définitif, hein, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, mais avoir ce genre d'aspect au natal, ça peut indiquer ce genre de comportement. Donc voilà, encore une fois, avoir des problèmes de dépendance affective, etc. Bref, tout ça pour dire que parfois, c'est nous le méchant dans l'histoire, hein. Donc attention à ne pas tomber justement dans de la victimisation ici, parce que ça pourrait être une dynamique de justement se victimiser tout le temps dans nos relations amoureuses, prendre vraiment ce rôle de la victime encore une fois. Donc non, on utilise son Saturne dans son thème astral, son énergie capricornienne, son énergie saturnienne, et on prend sa part de responsabilité. On assume notre part de vulnérabilité. Alors ça, on va peut-être pas forcément la prendre avec Saturne et le Capricorne, la vulnérabilité. Peut-être que c'est plus, on va dire, des signes d'eau. Ça, c'est plutôt une caractéristique lunaire, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on apprend la responsabilité et on se met d'accord sur le fait que être vulnérable, c'est ok. Et c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on va forcément être déçu. Ou bien qu'on va décevoir l'autre. Ça me fait grave penser à un tweet là, ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux. Le tweet que j'avais fait, alors c'était justement sur l'énergie capricornienne, saturnienne, donc là je fais vraiment un truc entre parenthèses. Mais si jamais vous n'avez pas vu ce tweet, je pense que ça va vous faire rire. Mon tweet c'était « Imaginez le jour où les saturniens / placements en Capricorne se rendront compte que montrer ouvertement sa vulnérabilité est une des manières d'être le plus utile aux autres. » Donc je sais que... Alors moi je me suis auto-affichée en tweetant ça, hein, clairement, mais je pense que ça a résonné chez pas mal d'entre vous également. Bref, aucun rapport du coup avec ce que je vous ai dit juste avant, on divague un petit peu, mais c'est pas grave, parce que là du coup on va arriver à la dernière notion, au dernier point de potentielle interprétation négative, hein, de Neptune-Vénus, surtout au composite, là pour le coup, en composite. Alors, je vous parlais justement tout à l'heure de masque, et je pense qu'il y en a qui attendaient un petit peu ce point et qui se sont dit tiens c'est marrant, elle parle pas de ça jusque-là, mais bien sûr, ça veut pas forcément dire que ça va forcément arriver, encore une fois, mais un mot-clé, on va dire, avec cet aspect-là, c'est la notion de tromperie. Désolée. Enfin, je m'excuse, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Mais je vous parlais justement tout à l'heure, voilà, de faire miroiter des choses, de mettre un masque, etc. Donc oui, effectivement, Neptune, Vénus dans un composite, surtout si c'est une relation amoureuse, ça peut être un indicateur de tromperie potentielle. Alors pour tous les types de tromperie, hein, finalement, il n'y a pas que qu'aller coucher ailleurs, hein.
on peut tromper l'autre en montrant une fausse image de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, ce qui me fait rire, entre gros guillemets, avec ce genre d'aspect, autant en composite qu'au natal, c'est qu'en fait, quand on a Vénus-Neptune, c'est comme si on voyait pas les red flags. Je sais pas comment vous dire, mais c'est trop bizarre. En fait, c'est pas qu'on a aucune notion des red flags, mais en fait, on les voit, on a conscience des red flags, mais c'est comme si on prenait ça comme un test de l'univers, de style, voilà, on se dit que ça fait partie du processus peut-être karmique ou spirituel, etc., qu'on doit dépasser ça, qu'on doit aimer l'autre inconditionnellement, même avec tous ses défauts, et même s'il nous en fait voir de toutes les couleurs, et même s'il ne nous respecte pas, et même si ceci, si cela, blablabla, blablabla, évidemment gros red flag, hein, faut pas tomber là-dedans, bien sûr. Mais quand on a ce genre d'aspect au natal, ou encore une fois en composite, mais je pense que c'est plus au natal, on voit les red flags, mais on décide, je pense consciemment, ou même inconsciemment, mais souvent c'est consciemment, de mettre des petites lunettes bleues, voilà, comme ça, le red flag, comme ça le drapeau rouge, il devient violet, voilà. Et comme c'est violet, c'est forcément spirituel, voilà. C'est un petit peu la dynamique de ce genre de placement. On voit que l'autre peut-être nous ment, on voit qu'il nous fait du sale dans notre dos, ou en tout cas on a l'intuition que c'est le cas, parce qu'il faut pas oublier que Neptune est quand même une belle planète d'inspiration, de connexion au divin, d'intuition, etc. Mais en l'occurrence, dans le concret, je pense les 3/4 des gens qui ont effectivement cet aspect au natal, c'est pas forcément des gens qui sont dans la spiritualité, mais c'est des gens qui seraient prêts à accepter beaucoup, beaucoup trop pour se convaincre que l'autre est leur idéal amoureux. Voilà. Encore une fois, je pense que je vous ai affiché pour certains d'entre vous. Pardon. Encore une fois, comme je vous disais, parfois même ne pas savoir ou ne pas vouloir voir, justement, c'est mieux que la réalité elle-même. C'est plus confortable. C'est oui, tu me fais du sale ou tu me mens ou peu importe, mais je t'aime inconditionnellement. Et ça rentre vraiment dans cette dynamique, de dépendance affective. Et du coup, forcément, c'est pas de l'amour inconditionnel, hein, on est d'accord là-dessus. Attention, la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et il va nous falloir traverser beaucoup de relations peut-être compliquées qui vont nous demander de travailler justement sur les notions de dépendance, d'illusion, de fantasme, etc. pour arriver enfin à un stade, on va dire, peut-être d'amour effectivement inconditionnel, où on mérite quelqu'un qui nous aime autant, qui serait prêt à mettre autant sur la table que nous. Voilà. Ça fait beaucoup cet épisode, hein, on est d'accord. Même pour moi, je m'auto-tape sur les mains là. Je m'auto-tape sur les doigts plutôt. Je m'auto-flagelle, bref. Ah bah tiens, d'ailleurs, on parlait de la victimisation. Bah voilà, on y est. Bon, quelques points positifs quand même sur cet aspect. En composite. Alors, en composite, surtout pour le carré, je vais pas vous mentir, j'ai un peu du mal à trouver des aspects positifs à cet aspect-là. Honnêtement, encore une fois, moi j'ai pas expérimenté le meilleur côté de ce placement-là. Bon, il doit y en avoir des aspects positifs. Et encore une fois, il y a rien de définitif. C'est pas parce que vous avez Vénus carré Neptune dans le composite avec votre mec ou votre meuf que cette relation est forcément vouée à l'échec. Attention, bien sûr. Vous savez comment fonctionne l'astrologie. Par contre, ça va vous poser peut-être beaucoup de questions liées à la notion de tromperie, de mensonge, d'illusion, de dépendance affective, etc. De fantasme, attention à ne pas vous faire une fausse image de l'autre, à ne pas rester de rester coincé dans l'espoir que ça puisse fonctionner. Parce que Neptune, c'est aussi ça, c'est aussi les espoirs dans un sens. Donc attention à ne pas rester coincé dans cette notion d'espoir, cette notion d'attente, cette notion de sacrifice encore une fois. Mais en attendant, si vous avez ça dans le composite avec votre mec ou votre meuf et que ça se passe très bien, génial, continuez, c'est très bien, c'est parfait. Ce que ce placement va vous demander par contre, pour que ça fonctionne, c'est de rester très ancré sur terre, sans parler de la communication qui doit être impeccable.
quand je dis impeccable, il suffit pas juste de parler, hein. Quand je parle de communication, c'est une communication sincère, honnête, sans faux semblant, etc. Donc si vous arrivez justement à équilibrer cet aspect dans votre composite de relation, c'est cool, y a pas de souci. Par contre, il faut équilibrer ce placement, sinon on peut vraiment tomber dans tout ce que j'ai cité précédemment. C'est-à-dire que la solution à cet aspect qui est quand même compliqué, il faut le dire, alors encore une fois, de tromperie, de fourvoiement, on peut se tromper sur l'autre ou se tromper nous-mêmes, comme je vous l'ai dit. Selon moi, la réponse ne se trouve pas dans l'aspect en lui-même. Il faut absolument se munir de toute l'énergie saturnienne et même solaire, j'en parlais tout à l'heure, toute l'énergie saturnienne et solaire possible pour rééquilibrer ça. Alors pourquoi Saturne et le Soleil ? Saturne, comme je vous le disais, pour l'ancrage et la maturité. Attention, c'est très important là également. Et le Soleil pour la force vitale. Parce que le Soleil, c'est ça. Donc ne tombez pas dans des relations qui vont porter atteinte à votre force vitale, à votre santé, à la notion de dépendance. Encore une fois, ne vous laissez pas dépérir dans un sens, hein, dans certaines relations. Pensez à votre force vitale avant tout, parce que c'est justement des relations qui peuvent vous épuiser mentalement, qui peuvent vous faire bloquer dans votre mental, enfin en tout cas encore une fois dans des illusions, etc. Et rester coincé dans des illusions, croyez-moi, c'est épuisant. C'est vraiment la figure de l'oiseau mazouté, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. En tout cas, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Donc si je peux vous éviter de tomber là-dedans, tant mieux. Et puis le soleil, évidemment, c'est surtout la lumière également, hein, c'est la chaleur, tout ça. Donc mettre la lumière sur ces zones d'ombre neptuniennes et ce flou artistique qui est quand même la marque de fabrique de Neptune. Donc oui, voilà, vraiment faire attention à la notion de sacrifice, tout ça, je l'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire également ? Alors j'ai parlé du carré, mais c'est aussi valable avec l'opposition, hein, dans le composite, mais surtout le carré, pour le coup. Au natal, un petit peu de positif pour équilibrer tout ça. Si vous avez un aspect stressant, Neptune-Vénus, ou même un aspect tout court, Vénus-Neptune dans votre thème astral, évidemment c'est un placement qui promet un beau dévouement. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais la notion de dévotion est quand même très marquée ici. Alors encore une fois, attention à pas tomber dans le sacrifice, parce que la frontière, croyez-moi, est très fine. Donc voilà, ça promet une belle dévotion. Donc par rapport évidemment au sujet que Vénus et Neptune touchent dans votre thème astral, pour avoir plus de précision bien sûr. Voilà. Et puis bien sûr, une belle sensibilité, potentiellement amour inconditionnel, mais on s'ancre s'il vous plaît un maximum et on ne se ment pas. On ne se crée pas une image de la relation qui est fausse. Je sais que c'est plus confortable, hein. Je sais qu'on a envie de rester coincé dans ce fantasme-là de « Non mais si j'y crois, c'est qu'il y a forcément quelque chose. » Parfois non. Parfois non. Parfois c'est des relations qui... en fait, tomber dans des relations où vous allez vivre l'aspect de tension Neptune-Vénus, c'est peut-être des relations qui vont vous laisser dans un vrai mess émotionnel. Et qui vont peut-être valoir le coup d'aller consulter une psychologue. Parce qu'encore une fois, on ne saura pas ce qui nous est arrivé. Et puis parfois, rester dans des illusions comme ça pendant trop longtemps, ça laisse vraiment des marques, croyez-moi. Et c'est pas ouf pour tout ce qui est émotionnel. Et puis forcément, quand l'émotionnel est touché, ça touche en général plusieurs secteurs de notre vie. Voilà, j'espère vous avoir fait un épisode utile. C'est vraiment ma mission. La mission que je me suis donnée pour cet épisode. J'espère avoir fait un joli comeback, en tout cas solo, pour un épisode solo depuis la série des maisons. Ah bah non, il y a eu l'épisode de Bienvenue, mais voilà, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère que vous allez bien aimer en tout cas. Enfin, ceux qui l'ont au natal, ou qui l'ont eu en composite, j'espère que j'ai pas remis toute votre vie sentimentale en question. Bon écoutez, je crois qu'il y a d'autres trucs que je voulais vous dire, mais soit j'ai oublié, soit en fait je vous ai tout dit. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je crois que je vais vous laisser ici, un épisode d'1 heure, voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est faux. Bref, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les épisodes maintenant font presque 1 heure. C'est un truc de ouf, bref. Moi, je vais vous laisser ici, je vais vous laisser sur ces questions, sur ces interrogations, sur ces réflexions. Encore une fois, voilà, faites attention à vous.
Neptune-Vénus, c'est pas forcément que du négatif, mais il y a aussi cet aspect-là. C'est pas que des licornes et des paillettes, c'est pas que je suis quelqu'un qui aime inconditionnellement. Aimez-moi, piou piou. Non, c'est pas ça. C'est aussi pour les 3/4 des gens des choses un petit peu plus difficiles et surtout des choses plus difficiles à s'avouer. Voilà. Bref, moi je vous laisse ici, encore une fois, gros bisous, bonne semaine. On se dit du coup à dans 2 semaines, ou à très vite si vous me suivez sur les réseaux. À très vite, salut!